Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous parle d'un terme musical qui a connu une immense descendance, la pasacaille. La pasacaille désigne une pièce musicale qui présente une série de variations sur une basse obstinée, c'est-à-dire une basse qui se répète sans cesse. Elle fait partie d'une étiquette un peu plus large, on appelle ça les ostinatos, c'est-à-dire une musique sur des éléments qui se répètent sans cesse. On trouve là-dedans la folia, le passamezzo, la romanesca, la chaconne et donc également la fameuse pasacaille. Un des exemples les plus célèbres de ce type de pièce sur ostinato est probablement le canon de Pachelbel, où vous avez 8 notes qui se répètent incessamment et les voix aiguës qui vont évidemment produire des variations de plus en plus rapides. La pasacaille remonte très probablement à la fin du XVIe siècle, où on la trouve en Espagne, mais aussi dans le Nouveau Monde, en particulier au Pérou ou en Équateur. Le terme d'origine espagnole est pasacale, qui signifie un intermède improvisé, très souvent à la guitare, entre les strophes d'un chant, donc chanté en espagnol ici. Ça vient de pasar, qui signifie la marche, et puis calle, qui signifie la rue, et donc ça peut avoir une double interprétation, on n'a pas tranché encore ce débat quant à l'étymologie, soit simplement une musique pratiquée en plein air, donc dans la rue, soit plutôt ça désigne cette pratique des musiciens populaires de faire quelques pas justement lors de ces intermèdes musicaux. Dans tous les cas, il s'agit d'une pratique populaire au même titre que celle de la chaconne, qui est une danse un peu plus lascive associée aux serviteurs, aux petites gens, qui a été prétendument inventée par le diable d'après certains, et c'est ça qui lui a valu une certaine censure dans certains milieux, notamment à cause de ses mouvements suggestifs. On trouve d'ailleurs ces deux danses mentionnées souvent côte à côte dans la littérature, chez Cervantes, mais d'autres aussi. Pour la pasacaille, une des premières mentions date de 1605. Dans la musique, on va trouver les premières mentions dans les tablatures de guitare, c'est simplement des partitions qui ne sont pas sur 5 portées comme vous les connaissez, mais qui sont adaptées vraiment à la guitare. Et il s'agit d'un catalogue, d'un inventaire de formules types pour improviser sur des enchaînements d'accords simples, toujours les mêmes, certains types de musique, et on trouve très souvent ces différentes formules dans toutes les tonalités utilisées. La première mention qui nous soit parvenue provient justement d'une méthode de guitare, celle de Girolamo Montesardo, publiée en 1606, qui s'appelle Nuova Invenzione d'Intavolatura. Et vous voyez par exemple ici sur une page la mention de la chaconne, et puis un tout petit peu plus loin, vous voyez Passacaglia au ritornello, donc qui associe la pasacaille au ritornello, donc à cette idée d'une petite musique qui se trouve entre les strophes d'une chanson. La pasacaille est donc simplement une sorte de grille harmonique pour accompagner toute une série de formules populaires, au même titre que la chaconne, la romanesca ou le saltarello. On trouve ce genre de pratique dans une méthode un peu plus tardive, début du XVIIe siècle, en 1620, chez Benedetto Sanseverino, qui à Milan publie justement une Intavolatura facile degli passacagli. Je peux vous faire écouter un exemple de cette pratique où on alterne des strophes d'une chanson avec des passages un peu improvisés sur des formules répétitives, toujours les mêmes, avec une pasacaille, la Passacaglia della Vita o come t'inganni, qui date d'un recueil anonyme de 1777. Vous allez entendre la fin d'une partie chantée avec un ritornello, donc une pasacaille improvisée à la guitare entre ces passages de chant. On trouve cette pratique également dans la musique d'opéra, notamment chez Monteverdi en 1642, dans son opéra Le Couronnement de Poppée, où vous avez cette mention de ce terme pasacaille comme un ritornello.
En France, on va utiliser le terme passacal pour indiquer justement ce ritornello, notamment dans des airs hispanisants ou qui rappellent la musique espagnole. C'est le cas dans un célèbre air de Henri Dubailly qui a été publié en 1617 où vous avez la formule d'ostinato, toujours sur les mêmes notes, ici sol, ré, si bémol, mi bémol, do, ré, qui est présenté avant l'air, simplement en tablature, ce que vous voyez ici avec le titre justement Passacale, et puis par la suite vous avez l'air qui débute. L'utilisation première de ce terme qui mélange refrain ou ritornello avec des formules types d'improvisation à la guitare va disparaître au fil du XVIIe siècle au profit de l'usage plutôt moderne de cette passacaille. C'est Girolamo Frescobaldi, un des compositeurs les plus importants du XVIIe siècle, qui va donner en quelque sorte ses lettres de noblesse à la passacaille. On ne sait pas si c'est l'inventeur de cette nouvelle façon de faire, mais en tout cas c'est le premier qui le fait avec une telle ampleur et c'est celui qui va être imité par quasiment tous ses successeurs. Dans son second livre de toccata, publié en 1627, on va trouver deux pièces, Partite sopra Passacaglia et Partite sopra la Ciacona, donc variation sur la passacaille et variation sur la chaconne. Dans ces deux pièces, on va avoir l'utilisation d'une basse répétitive, ici en l'occurrence notre passacaille, mais avec une ampleur sans précédent. On va avoir vraiment un enchaînement continu de variations sur une basse répétée qui elle-même peut se transformer. On peut écouter ici le début de cette Partite sopra Passacaglia qui date donc de 1627. 10 ans plus tard, Frescobaldi publie une nouvelle version de son second livre de toccata, donc en 1637, auquel il va ajouter ces fameuses Cento partite sopra Passacaglia. Dans cette œuvre, Frescobaldi va juxtaposer des sections de passacaille et des sections de chaconne dans une pièce absolument incroyable qui dure plus d'une dizaine de minutes. La frontière est assez floue entre les sections chaconne et les sections passacaglia, l'une se transformant parfois en l'autre, mais globalement on va avoir cette distinction en Italie de la chaconne qui est une danse assez rapide en ternaire, et puis la passacaille qui est une musique un peu plus lente, un peu plus retenue, et puis très souvent en mineur avec une basse par mouvement conjoint, donc des notes qui se suivent les unes les autres. Je vous propose d'écouter le début d'une chaconne de Tarquinio Merula pour écouter un tout petit peu ce caractère rapide et extrêmement dansant de la chaconne en comparaison de la passacaille. Si on se déplace en France maintenant, on va retrouver évidemment le sens premier, c'est-à-dire quelque chose qu'on trouve dans les méthodes de guitare avec cette fonction de ritornello ou d'improvisation. Dans les années 1640, on va avoir un goût prononcé pour la musique italienne, puisqu'on a évidemment le cardinal Mazarin, qui est italien d'origine, qui va piloter en grande partie le goût artistique de la cour de France. Plusieurs musiciens italiens et donc plusieurs genres nouveaux italiens vont faire leur apparition à Paris. C'est le cas notamment de Luigi Rossi, dont une de ses passacailles va circuler dans de très nombreux manuscrits en France. On a également l'exemple de Francesco Corbetta, qui est un des plus grands virtuoses de la guitare au XVIIe siècle et puis qui est le professeur de guitare du jeune Louis XIV. Cette mode italienne va introduire le nouveau type de passacaille, probablement celui présenté par Frescobaldi, en France, et donc on va transformer ce genre importé en un genre natif qui va devenir extrêmement important. La musique pour soliste ou la musique de chambre pour 2, 3, 4 interprètes va énormément recourir à la danse évidemment, et parmi ces danses, la passacaille a une place de choix.
On en trouve un bel exemple chez Louis Couperin qui propose une passacaille sur le tétracorde descendant, c'est-à-dire 4 notes qui se succèdent, ici en l'occurrence Sol, Fa, Mi bémol, Ré. On peut écouter un extrait du début de cette pièce. Parmi les danses utilisées, la chaconne est aussi très populaire, peut-être un peu plus d'ailleurs que la passacaille. On a une étude qui recense parmi les œuvres scéniques de Lully 18 chaconnes pour seulement 5 passacailles. C'est pourtant une passacaille qui restera une des parties sur ostinato les plus célèbres des tragédies lyriques de Lully. C'est celle qui est tirée de son opéra Armide qui date de 1686 où vous avez justement une fameuse passacaille qui mélange à la fois instruments, danse, chant soliste et chant choral. La passacaille de l'Armide de Lully sera vraiment une des passacailles les plus célèbres du XVIIe siècle dans toute l'Europe et elle sera donc imitée par de très nombreux compositeurs et servira de modèle pour la suite. Plus au nord, dans les pays germanophones, autour de l'Allemagne, on va évidemment avoir aussi des passacailles, mais un tout petit peu plus tard, probablement dans la fin du siècle, donc du XVIIe siècle, et essentiellement dans la musique d'orgue. On a dans ces régions germanophones une longue tradition de pièces sur cantus firmus, où on va improviser sur des chants grégoriens ou sur certaines notes bien précises pour donner des compositions extrêmement majestueuses. On va donc trouver, comme en Italie et en France, des pièces savantes élaborées sur le tétracorde descendant, notamment ici dans un cas célèbre chez Johann Caspar Kerl. À côté de ce lieu commun de la passacaille, on va trouver de nombreux compositeurs qui vont élaborer des sujets de basse beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes qui vont devenir des thèmes, donc qui peuvent être repris à d'autres voix, notamment aux voix aiguës, transformés de façon contrapuntique, exactement comme dans une fugue. Dans ces pièces contrapuntiques très savantes, la polyphonie est très dense et donc évidemment tout ça va supprimer tout le caractère de danse qu'on avait à l'origine. Le meilleur exemple et peut-être le plus majestueux quant à l'ampleur de la pièce est sans doute la passacaille et fugue en do mineur de Johann Sebastian Bach où vous avez une basse extrêmement longue que vous entendez seule au début, toute une pièce de passacaille qui dure 7 à 8 minutes et puis par la suite Bach enchaîne avec une fugue. On peut entendre ici le début de la fugue qui utilise donc comme sujet la fameuse passacaille qu'on a entendue. Ce type d'écriture sur une basse obstinée avec toute une élaboration contrapuntique se trouve aussi dans la musique vocale, notamment chez Bach. C'est le cas dans sa cantate numéro 12 ou encore de sa cantate 150 où le final fait entendre une basse ascendante avec les chœurs qui chantent. On peut écouter un extrait de cette cantate.
Après la période baroque, la passacaille sera un tout petit peu moins utilisée, notamment par les classiques, où évidemment on a d'autres formes qui vont prendre le pas, notamment la forme sonate. On va retrouver cette technique chez certains compositeurs du 19e, très souvent sous la forme d'un hommage à ce passé baroque ou polyphonique. C'est le cas notamment du final de la 4e symphonie de Johannes Brahms, qui date donc de 1885. Certains compositeurs du XXe siècle ont aussi eu recours à des formes anciennes ou contrapuntiques, notamment la passacaille. C'est le cas de Hindemith, de Britten et particulièrement Shostakovich. De quelques accords improvisés de guitare à la fin du XVIe siècle à des œuvres gigantesques de Bach qui durent plus d'une dizaine de minutes, vous voyez que la passacaille a connu évidemment un immense parcours dans cette histoire de la musique et un parcours surtout extrêmement fécond en chefs-d'œuvre. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.